Hello, hello population de décalés. Bienvenue dans ce lundi décalé où j'ai 7 minutes de retard parce que impossible de me connecter avec Zoom sur Facebook. Donc du coup, je me connecte avec mon téléphone portable. C'est pas le meilleur angle là, hein. On va éviter de montrer son double menton. Je vais laisser les gens se connecter. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous invite à marquer hashtag direct pour ceux qui vont voir cette vidéo en direct et marquer hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Alors, je vais attendre que les gens se connectent. Je sais même pas si je vais être capable de voir les commentaires. Il y a un gros bug Facebook actuellement. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais regarder sur l'ordinateur en même temps. Oui, il y a une personne de connectée. Si les personnes connectées peuvent commenter, ça serait top. Histoire que sois sûre qu'on m'entende. Si je vois pas les commentaires, ben, je répondrai après. Tant pis. Est-ce que vous êtes là? Oui, non, j'ai aucune connexion sur mon ordinateur, je peux rien vérifier. Donc c'est pas grave, je vais faire mon lundi décalé. C'est les aléas du direct. Et on va parler aujourd'hui de la susceptibilité chez le neuroatypique et des relations sociales. Alors, je vois qu'il y a des gens qui regardent. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment un décalage entre... Bon, c'est pas grave. Si vous arrivez à commenter que je vois si quelque chose apparaît. Sinon, tant pis. Donc, je voulais parler de la susceptibilité et de l'hypersensibilité chez le neuroatypique. Je ne parle pas d'hypersensibilité en termes de l'hypersens, donc la sursensation, la vraie définition de l'hypersensibilité. Désolée, j'ai plus de voix non plus. Je parle vraiment du côté hypersensible du neuroatypique par rapport à ce qu'il peut recevoir, ce qu'il peut percevoir dans ses interactions sociales. Alors, pour bien aborder ce genre de sujet, c'est important, et c'est ce que j'aime bien faire à chaque fois, de parler d'abord des définitions. Donc d'abord, définir l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, voilà, donc c'est bien ce que je pensais, je vois pas les commentaires, donc je vais me mettre là, donc je vois Patrick, Céline, coucou Julie, je vois pas les commentaires apparaître, je vois qui c'est qui regarde, je vois pas les commentaires apparaître. Faites-les, j'ai 2 écrans, je vais me débrouiller. Donc l'hypersensibilité, c'est la faculté de percevoir des sensations, le fait d'avoir une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus haute que la moyenne. C'est-à-dire que c'est une sensibilité qui est très développée. Déjà, parmi les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, qui pensent avoir une sensibilité plus haute que la moyenne, une sensibilité développée, quelque chose, une capacité à percevoir plus que ce que la moyenne perçoit. Vous pouvez commenter et dire, moi j'ai l'impression de percevoir plus. Moi, hashtag moi, ça ira très largement. Coucou Karine. Ensuite, je vais faire la définition de susceptibilité. La susceptibilité, c'est une disposition à être facilement affectée par quelque chose. C'est une sensibilité plus de l'ego ou alors une sensibilité plus une faible confiance en soi. Et c'est important de noter cette différence. Ça veut dire que pas tous les hypersensibles sont susceptibles, mais ça veut dire que beaucoup d'hypersensibles sont susceptibles. C'est là où c'est important parce que des fois, il y a des gens qui sont juste susceptibles, mais qui ne sont pas hypersensibles et qui confondent en fait les deux et qui se retrouvent en fait dans ce groupe parce qu'ils sont juste susceptibles. C'est pas juste, ça veut pas dire que je minimise leur susceptibilité, ça veut dire qu'ils n'ont pas une hypersensibilité associée. Donc la susceptibilité, c'est vraiment une disposition à être facilement affecté par quelque chose, sensibilité plus ego, ou sensibilité plus faible confiance en soi. Coucou Patricia. Donc, pourquoi chez le neuroatypique, ces problèmes d'intégration et de relations, d'interaction sociale sont exacerbés par la susceptibilité plus que la moyenne? C'est parce que, en fait, le problème d'intégration du neuroatypique a toujours été présent. À partir du moment où tu ne fais partie d'une minorité, tu vas vouloir t'intégrer à la majorité. C'est le propre de l'humain. Besoin de s'intégrer, besoin d'exister, ça fait partie des besoins fondamentaux, le besoin d'appartenance. Et donc, du coup, le problème d'intégration est déjà différent et déjà complexe parce que tu te sens décalé, tu sais que tu ne fonctionnes pas de la même façon, tu sais que ta vision est différente, tu sais que la vision que tu as du monde est totalement décalée par rapport à une norme, d'accord? Ça veut pas dire que toi tu es décalé, mais tu sens qu'il y a un décalage par rapport à cette norme et donc tu vas développer un ego qui est protecteur, tu vas développer des stratégies défensives et forcément ta confiance en toi va diminuer. La confiance en soi, elle est nourrie
par ce que tu crées, par tes interactions, par ta façon d'être perçu, par la façon dont tu te perçois. Si déjà ta façon de te percevoir toi est biaisée par cette sensation d'être différent, ta confiance en toi est forcément impactée par cette sensation d'être différent. Donc forcément, tu te sens moins confiant parce que tu sens qu'il y a une différence. Et si tu n'acceptes pas cette différence, qui est très compliquée quand on est jeune, parce que on ne sait pas faire un travail sur soi, on va absolument être intégré, absolument être aimé. Pire, on a même l'idée folle de vouloir absolument faire l'unanimité, chose qui est totalement impossible, parce que même Gandhi faisait pas l'unanimité, d'accord? Mais du coup, cette idée, cet idéal qui n'est pas atteignable, crée des failles qu'on a du mal à combler quand on n'est pas armé pour le faire, c'est-à-dire quand on est jeune. Malheureusement, si on n'arrive pas à faire un travail sur soi, à s'accepter, à accepter la différence, pour peu qu'on soit éduqué par des parents qui n'acceptent pas qu'on peut avoir une différence. Je le sais parce que il y a des profs qui n'acceptent pas la neuroatypie, il y a des profs qui... Enfin moi, mon fils en CP, il a passé 3 mois dehors parce qu'il était neuroatypique. C'est-à-dire que, en fait, quand il s'ennuyait, il tournait le dos à la prof et il regardait le mur. La prof ne supportait pas ça alors qu'il avait des bonnes notes partout et elle le foutait à la porte. Parce que pour elle, c'était un manque de respect. Alors que je lui avais expliqué pourquoi Alric faisait ça. C'est le prénom de mon fils, Alric. Donc, si vous voulez, suivant l'évolution qu'on va avoir, suivant le cocon bienveillant ou pas dans lequel on va évoluer, on va créer un ego protecteur, parce que ton ego, quand on dit que quelqu'un a un ego surdimensionné, l'ego il est pas là pour te faire du mal à la base, l'ego il est là pour te protéger, mais il le fait de manière maladroite, et du coup en fait il va créer des stratégies défensives. Ça peut être des stratégies de fuite, bonjour les introvertis, fuite, je me fais le plus petit possible et du coup j'essaye vraiment de pas exister, de me mettre dans un coin, et j'avais même un introverti que j'avais eu un appel qui m'avait dit je suis un meuble, mais forcément quand tu te considère comme un meuble, on peut pas dire que tu as une confiance en toi qui est hyper haute. Donc forcément, quand les autres vont te dire quelque chose, ça va appuyer sur le mauvais bouton et ça va donc faire baisser encore plus ta confiance en toi et donc te rendre de plus en plus susceptible aux critiques, quelles qu'elles soient. Si tu as une stratégie plutôt agressive, c'est-à-dire que tu vas être dans l'attaque, parce qu'effectivement, la meilleure défense, c'est également l'attaque, c'est ce qu'on dit, d'accord, pour te défendre. Là, pareil, la moindre chose qu'on va te dire va être traduite en attaque contre toi, et donc, bam, effet crocodile, je vais attaquer l'autre avant de me faire attaquer encore plus, ok? Tout ce que je vous décris, c'est humain, et c'est normal. Ok, c'est normal dans votre développement. Il n'y a pas de honte à dire effectivement je suis sur la défensive. Effectivement, je suis chiante. Je préfère agresser qu'être agressée parce que moi je l'ai été comme ça, d'accord? Donc c'est ok. C'est dans votre développement, dans votre façon de fonctionner. D'ailleurs dans le chat, je suis curieuse d'avoir dans les commentaires votre façon de fonctionner justement. Dites-moi si vous êtes plutôt stratégie de fuite ou plutôt stratégie d'attaque. D'accord? C'est intéressant de voir selon les différents modes de fonctionnement comment vous vous défendez, comment votre ego vous défend. Pourquoi le neuroatypique? Donc je vous ai bien appuyé sur la différence dès l'enfance, on se sent différent, il y a quand même des stigmatisations de la part de certains professeurs. Heureusement, de plus en plus de professeurs sont formés pour les hauts potentiels, parce que non, ce n'est pas un effet de mode. Hashtag mon coup de gueule que j'ai fait ce week-end, mais oui, ça existe et c'est une souffrance. Et donc, mettre le doigt sur la différence n'est pas la solution. Par contre, l'accepter, se dire, ok, ça va vite là-dedans, je suis une Ferrari qui roule sur une départementale, je vais ralentir, non pas pour me suradapter à l'autre, mais en fait, pour me mettre... pour accepter qui je suis et me mettre à des niveaux où l'on peut me comprendre, d'accord? C'est pas de la suradaptation, je vais pas me mettre au niveau de l'autre, je vais pas me brider, mais je vais faire en sorte qu'on me comprenne. C'est différent, d'accord? C'est comme quand vous allez voir un médecin, vous n'allez pas comprendre son jargon, le médecin va faire en sorte de vulgariser ce qu'il va vous dire ou vous annoncer pour que vous le compreniez. Alors vous allez me dire, pas tous les médecins le font, mais en gros la logique est là. La souffrance chez le neuroatypique vient donc du fait de se brider, parce que au lieu de se dire ok, je vais faire en sorte qu'on me comprenne, le neuroatypique, et c'est totalement logique et humain, va dire je vais faire en sorte de m'intégrer. Et donc il va passer en mode caméléon. Mode caméléon activé, on est les pros du caméléon, on va s'intégrer et s'adapter, se suradapter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, pour vraiment exister aux yeux des autres, mais pas exister sans réserve.
C'est-à-dire que je vais mettre mon potentiel sur la réserve et je vais me suradapter à l'autre, quitte à m'oublier et à perdre mon identité pour m'intégrer et pouvoir assouvir ce besoin d'appartenance. Les besoins fondamentaux, vous allez les retrouver dans la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, que vous pouvez trouver sur Internet, sur Google, et vous allez voir qu'on a besoin de ces besoins-là pour vivre et exister sans réserve. Donc le besoin d'appartenance étant vraiment proéminent, et encore plus quand tu es gamin, tu vas créer des stratégies pour exister et pour t'intégrer. Et donc, tu vas te brider. Parfois, tu vas même te ralentir pour essayer d'être à la même hauteur que les autres. Et c'est pas ce que je dis quand je dis que t'es une Ferrari qui roule sur une départementale. Je te dis pas de ralentir pour être au niveau de les autres. Je dis de t'accepter et d'accepter en fait que des fois, certains ont plus de lenteur à te comprendre et donc d'expliquer ton mode de fonctionnement. La différence, c'est que quand tu n'as pas cette acceptation de toi, tu vas te ralentir et donc tu vas te suradapter pour assouvir ton besoin d'appartenance. Le problème de la suradaptation est qu'elle est énergivore et aussi porteuse de frustration. Et c'est-à-dire que tu vas accumuler des strates de frustration. Je me suradapte, je me suradapte, je me suradapte, je me suradapte. Je fais pour l'autre quelque chose qu'il ne m'a pas demandé. Parce que l'autre ne t'a jamais dit, Delphine, il faut que tu te suradaptes. C'est toi qui as créé cette stratégie et donc qui va accumuler des strates de frustration que tu t'es imposé toi-même. Mais l'autre ne sait pas que tu te frustres. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer que comme toi, tu accumules des strates de frustration, tu vas lui reprocher à l'autre de manière totalement inconsciente d'accumuler ses frustrations et donc ça va lui revenir dans la tronche. Soit par stratégie de fuite, parce que tu vas lui prêter en fait des comment on dit, tu vas lui faire un procès d'intention. Voilà, c'est ça. Soit par stratégie agressive pour te protéger, parce que regarde déjà tout ce que je fais, c'est sous-entendu bien sûr, c'est pour ça que je vais t'agresser. Regarde déjà tout ce que je fais, tous les sacrifices que je fais dans ma vie, c'est pour ça que je vais t'agresser. Et c'est pour ça, en fait, que la susceptibilité est exacerbée chez le neuroatypique. C'est parce qu'il s'auto-frustre. Et donc, forcément, quand tu es frustré, ben, tu remplis ton vase. Et quand la coupe est pleine, bam, ça sort. Ça sort soit de manière explosive, soit de manière implosive. Je pleure, je suis pas bien, je ronge mon frein. Et en fait, c'est une souffrance au quotidien. Le fait, en fait, d'avoir toujours été catalogué d'ovnis, d'extraterrestres, de moutons noirs, et d'ailleurs, je vous invite dans le chat à marquer un petit peu comment on vous a catalogué, ce que vous avez entendu de la part de vos familles, ou comment toi, tu te catalogues toi-même, parce que ça, c'est des mots que j'ai entendus, un mouton noir, ovni, extraterrestre, vilain petit canard, tout ça fait qu'on se sent comme un monstre, quelque part, hein, entre guillemets, je mets un monstre, un alien, et on fait que ça augmente de la frustration dans la différence et donc ça crée encore de plus en plus de stratégies qui vont augmenter la susceptibilité et donc augmenter la non-intégration. Parce que toutes ces stratégies que l'on met en place sont pour s'intégrer et au final, ça fait tout l'effet inverse. Et donc là, on active le mode survie. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode vie. En tant que neuroatypique, on est en mode survie. L'ego vient prendre sa revanche, vient poser sa protection. On est susceptible, on est en mode agressif, en mode fuite, on devient troglodyte, on devient misanthrope, soit on se met dans un coin, soit on va être trop là. Enfin, en gros, il y a un mode survie qui est activé, qui est totalement toxique sur du long terme parce que il fait perdre de l'énergie. On est en suranalyse, en hypervigilance, on pense tout le temps ce que l'autre va penser de nous et on agit non pas en fonction de nos besoins, mais de ce qu'on pense que l'autre a besoin par rapport à nos actions. Donc c'est vraiment un cercle vicieux duquel il faut absolument sortir parce que le mode survie au bout d'un moment ne peut pas durer sur le long terme. Il y en a qui sont en mode survie depuis 20 ans, je les récupère, ils sont dans des états limite de dépendance à ce mode survie parce qu'une autre vision du monde, une autre réalité n'est pas encore accessible dans leur champ de vision. J'ai absolument besoin d'exister, sinon je meurs. Encore une fois, c'est schématiser ce que je vous dis. Mais si tu veux, le besoin d'exister sinon je meurs, ça veut dire que si je ne fais pas tout pour m'intégrer, je serai seul. Si je suis seul, c'est la mort. C'est la peur de l'abandon, la peur du rejet et par vraiment, quintessence de cette peur, c'est la mort. Donc j'ai absolument besoin d'exister, sinon je meurs. C'est ça qui fait que le mode survie est activé. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça en parle à certains? Et est-ce que certains ont vraiment l'impression d'être en mode survie et non en mode vie, en mode calcul, en mode combat? Le matin, je suis dans l'arène,
je dois exister absolument, en mode gladiateur. N'hésitez pas à le marquer dans le chat parce que c'est intéressant et c'est ok. Il n'y aura pas de jugement du tout de la part de qui que ce soit dans ce groupe. Ok, vous êtes en sécurité avec nous. Donc comme je suis en mode survie, je vais me suradapter. C'est un petit peu comme si tu étais dans une île et t'as jamais vécu dans une île et qu'il fallait absolument que tu survives dans cette île. Donc tu vas t'adapter à cet environnement qui est potentiellement toxique pour toi parce que tu ne le connais pas, d'accord? Et donc tu vas être en mode survie. Sauf que là, l'environnement, c'est ton quotidien. C'est un environnement qui ne doit pas être toxique. Tu dois créer un cocon, une réserve, une ressource pour vivre de manière optimale et surtout pour être serein au quotidien. Et ça, tu n'y arrives pas parce que tu vas absolument t'intégrer et donc tu crées un mode survie. Tu te suradaptes, tu perds ton identité et tu fais des efforts tellement colossaux. Colossaux? J'ai un doute. Bon, en gros, tu fais des gros efforts. Tu fais des gros efforts tellement énormes pour pouvoir t'adapter que du coup, tu augmentes ta frustration, ce qui va augmenter ta susceptibilité et ça veut dire que tu vas être tout le temps à flux tendu. Donc, ta confiance en toi va en souffrir également. Donc c'est un cercle vicieux. Et l'idée, c'est de vous faire rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire de ne pas réactiver ce corps de souffrance, de rejet, de décalage, de sensation de mouton noir, de brebis galeuse, Karine. Tu vois, donc c'est de ne pas réactiver ce corps de souffrance parce que des fois on croit qu'on a dépassé ça. Et bam, il se passe un truc dans ta vie. Ça réactive un souvenir d'enfance et là tu te dis putain je l'ai pas dépassé, ça a mis un petit peu de citron sur une cicatrice qui n'était pas totalement cicatrisée. Et c'est à ça que sert un accompagnement de coaching. C'est à ça que ça sert en fait. C'est à te dire, ok, qu'est-ce qui est encore actif chez toi? En quoi ça fait écho? Sur quoi on va pouvoir faire du développement personnel? Sur quoi on va pouvoir grandir ensemble? Sur quoi on va pouvoir poser des actions pour te rassurer et éviter de retomber dans ce fonctionnement à flux tendu? Donc, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, j'ai des solutions. On a des solutions avec l'équipe de Couleuse Coaching. On a des solutions qui fonctionnent. C'est pas des solutions miracles, c'est pas des solutions magiques et c'est pas des solutions qui se font en une séance ou en 2 séances. Ça n'existe pas. C'est des programmes qui fonctionnent. Donc, si tu veux juste en savoir plus et que je t'explique et ça ne t'engage à rien, prendre 15 minutes de ta vie pour en savoir plus et pour quitter ce mode survie, t'écris juste info en commentaire et je reviendrai vers toi pour t'expliquer comment ça fonctionne. Tout est expliqué de manière logique dans mon mode de fonctionnement et dans l'approche qu'on a. Tout est basé sur la neuroscience. Donc en fait c'est simple. T'es accro à ce mode de fonctionnement en mode survie. Il va falloir qu'on te rende accro au mode vie. Et c'est beaucoup plus agréable de vivre en mode présence qu'en mode analyse permanente, hypervigilance et limite hyperprotection de soi. Je te laisse avec ça, je te laisse réfléchir, je te laisse commenter info en commentaire. Et je te fais un bisou. Bye bye. Et merci Philippe Colosso. Merci, j'avais le doute. Bye bye.